Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Annie Bossé qui vient nous parler du projet Baromètre. Plus tard à l'émission, notre invité sera Robert Whitley qui vient du groupe Spring du Centre de recherche de l'Institut Douglas. Au bloc Espresso et à l'Espresso allongé, il sera question de comment devenir excentrique. Alors tout ça dans le menu de Folie douce. Pour la prochaine heure, on commence en chanson avec French Doody et Camille Radio. La chanson s'intitule Loco Loco. Bienvenue à Folie douce. Ici-bas, toi seul compte vraiment pour moi. Tu es un ange sorti du ciel pour apprivoiser mon cœur. Je deviens si sentimental quand je te tiens dans mes bras. Ta chaleur me fait tant vibrer, je vais sans doute perdre la tête. Loco, loco, me vuelves loco. Cada día mi amor, yo pienso en ti. Loco, loco, la realidad, estoy loca también, loca por ti. Quand tu me parles ainsi d'amour, le temps semble s'arrêter. Je me sens prisonnière de toi, ça c'est un vrai mystère. Si un jour la vie nous sépare, mon existence coulerait. Je ne serai qu'une âme errante en quête de je ne sais quoi. Loco, loco, me vuelves loco. Cada día mi amor, yo pienso en ti. Loco, loco, la realidad, estoy loca también. Ta démarche si sensuelle, tu me vuelves loco. Ton déhanchement sauvage, tu me vuelves loco. Tes lèvres au goût de miel, tu me vuelves loco. Faut sentir la bête en moi, tu me vuelves loco. Arrête, arrête mon chéri, tu me vuelves loco. Tes mots doux traversent mon être, tu me vuelves loco. Tes caresses me font vibrer. Señorita, oh, oh, me vuelves loco. Necesito tu amor pronto, pronto, dame un besito. Tus caricias me hacen pensar en ti. Vino, vino, ay papi, you make me go crazy. Fuego, fuego, qué calor. No puedo vivir sin ti. Loco, 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 loco. Loco, 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 loco. Loco, loco, me vuelves loco. Cada día mi amor, yo pienso en ti. Loco, loco, la realidad, estoy loca también, loca por ti. Loco, 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 loco. Loco, 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 loco. Tú me vuelves loco. Tú me vuelves loco. Tú me vuelves loco. Tú me vuelves loco. Loco, loco, me vuelves loco. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle.
J'accueille maintenant mon invité qui est Annie Bossé. Bonjour Annie. Bonjour. Bonjour, bienvenue encore une fois à l'émission Folie douce. On s'est déjà parlé dans le passé. Oui. Cette fois-ci, on va parler ensemble du projet Baromètre parce que tu expérimentes ce projet-là. On peut dire que tu es père aidante au CHUM, donc tu interviens de façon régulière avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale. C'est assez nouveau, en fait, le mouvement des pères aidants. C'est un travail qui est très intéressant. Sûrement que tu y retrouves encore beaucoup de satisfaction en tant qu'aidante, en proximité des gens, n'est-ce pas? Oui, exactement. En fait, j'utilise mon expérience de façon judicieuse et ça m'amène à aller à discuter davantage avec les gens sur leur vécu, puis essayer de les aider à se comprendre, essayer de voir comment ils peuvent trouver des solutions. Je les accompagne. Puis effectivement, là, c'est très... pas valorisant, mais je ne sais pas comment dire le mot, mais admettons que j'arrive chez nous à chaque soir, puis je suis bien contente de ma journée. Oui, satisfaisant, puis ça remplit, en fait, il y a quelque chose il y a une utilité, là, tu sens que ton rôle sert à des gens, puis c'est ça ton... Puis souvent, qu'est-ce que les gens disent, c'est « je suis contente que tu comprennes ce que je suis pas capable d'expliquer. » Et là, on essaie de mettre des mots, puis pour essayer de aussi mieux communiquer leurs besoins avec les autres professionnels, puis de briser l'isolement. Fait que, c'est complètement une autre approche. Dans le fond, c'est une approche beaucoup plus, probablement qui va toucher beaucoup plus la personne, parce que bon, il y a un vécu de ton côté que tu peux partager. Tu sais, les gens sentent que tu comprends ce qu'ils veulent dire, et c'est vraiment intéressant. Mais on va parler d'un beau projet qui est tout aussi intéressant. C'est le projet Baromètre. Tu expérimentes donc le projet. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de comment c'est né ce projet-là, puis on va pouvoir expliquer qu'est-ce que c'est. Oui, le projet Baromètre, en fait, c'est un... sur un site Internet, on peut avoir accès à un logiciel qui met en lumière les forces de la personne et son évolution de sa qualité de vie dans le temps. Donc, c'est un questionnaire qui est sur tous les aspects de la vie, qui est issu d'une équipe de recherche à Sherbrooke, qui est l'équipe de Paul Morin, un chercheur qui se sont inspirés un petit peu de qu'est-ce que l'Écosse faisait, de toute Là, eux pourraient mieux l'expliquer, mais je vais le dire en mes mots. Ce que je comprends de tout ça, c'est que c'est vraiment pour que la personne soit au centre, au cœur des décisions, qu'elle soit en partenariat dans les soins qu'elle a, peu importe sa maladie. Moi, je l'expérimente en santé mentale, mais c'est vraiment pour permettre à la personne de mieux cerner ses besoins, se faire un plan d'action et voir quel est son réseau social, comment qu'elle peut l'utiliser. Et visuellement, c'est ça, pour avoir vu la vidéo, les gens qui veulent, on donnera aussi plus tard l'adresse, mais on peut voir ce que ça donne, parce que comme ça, c'est un peu abstrait, mais quand on est capable de voir visuellement que certains champs d'intérêt sont plus importants ou sont plus à l'avant-plan pour la personne, donc ça donne un portrait qui est beaucoup plus clair pour les gens qui ont à intervenir pour aider cette personne-là. Effectivement, sur le site, il y a une vidéo qui l'explique très bien, qui justement facilite la compréhension, mais sommairement, qu'est-ce que ça fait une fois que les questions sont répondues? C'est que ça donne une image de ta qualité de vie et tu peux cerner tes forces et qu'est-ce qui est moins satisfaisant et tu peux le refaire dans un mois, dans 6 mois. Pour voir l'évolution, c'est ça? Pour voir l'évolution de ta qualité de vie et de tes objectifs que tu t'es ciblé suite aux résultats de tout ça. Donc, c'est un processus un peu informatique dans le sens où les gens répondent des questions, il y a un classement qui se fait, puis là, ça vient se placer en tableau, en graphique, en fait. Là, on vit le côté visuel, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de questions à répondre pour les gens? C'est drôle à dire, il y a une 50aine de questions. Ouais. Par contre, ça prend une 20aine de minutes, 30 minutes à faire. L'idée dans ce projet-là, c'est qu'une personne pourrait le faire de façon autonome, il n'y a pas de problème, mais de le faire en accompagnement avec un intervenant peut faciliter justement la relation, améliorer la relation avec l'intervenant parce qu'on touche une panoplie de sujets qu'on ne pense pas nécessairement toujours toucher et que ça peut prendre du temps en plusieurs rencontres, tandis que là, on l'aborde en une rencontre d'1 heure. Fait que la relation peut s'établir et devenir encore plus
adapté aux besoins de la personne rapidement. Est-ce qu'on voit quel type de questions on peut poser, par exemple? Peux-tu donner des exemples dans certains secteurs? Est-ce que oui. Dans les grandes sphères, on a, par exemple, les besoins de la personne. Oui. Fait qu'on peut toucher au logement, à sa situation financière, son alimentation. Il y a une dizaine de questions. Un travail, des choses comme ça, je aussi, le travail, c'est dans un autre sphère. C'est un autre sphère. Mais bon, il y a les besoins, il y a l'estime de soi. Il y a la santé, fait qu'on peut toucher autant la santé psychologique que physique. Il y a le projet de vie de la personne. Parce qu'on Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut faire des études, elle veut développer tel truc, c'est ça? Oui, mais c'est pour voir son projet de vie, est-ce qu'il est clair? Est-ce que la personne en a un? Parce que l'importance du projet de vie, par expérience, moi, ça te mobilise vers l'action. Oui. Puis, dans peu importe quelle maladie que tu peux avoir ou de difficulté, bien, quand tu as un projet, c'est toujours plus facile de traverser les obstacles. Oui. Donc, le projet de vie vient, on vient valider est-ce qu'il y en a un, est-ce qu'il y a une motivation, une autodétermination. Puis, la sphère de la vie sociale aussi est regardée au niveau des qualités des relations et tout ça. Parce qu'il y a des lacunes, c'est ça, avec le questionnaire, on peut voir, dans le fond, il faut que la personne se dise, en faisant ça, ça va m'aider à mieux me connaître et que les gens qui m'aident autour, qui ont à intervenir, vont aussi mieux me connaître, donc peut-être mieux m'aider. Oui, et mieux m'aider en partenariat. Je vais vous donner un exemple concret. Une personne avait de la difficulté à exprimer ses difficultés qu'elle vivait, ses effets secondaires de la médication. Ouais. Bon. En faisant le questionnaire, ça ressortait à plusieurs endroits parce qu'il y a une partie commentaire qui peut être aussi inscrite. Et on se rendait compte que pour la personne, c'était très important dans sa qualité de vie, mais que c'était difficile d'en parler à son médecin. Donc, dans son plan d'action, on a trouvé une façon des actions pour comment se préparer à son médecin, comment en parler, comment faire justement le partenariat avec sa travailleuse sociale, qui elle avait besoin autour d'elle aussi. Fait que c'est vraiment un projet commun, autant pour les professionnels, ça peut être aidant, que pour la personne. Mais c'est le projet de la personne, sa qualité de vie, sa satisfaction. Et de là, après ça, comment les professionnels vont pouvoir l'aider. De par expérience, quand les gens apportent le résultat qui peut être imprimé de l'image et qui apportent leur plan d'action, c'est toujours plus facile de discuter par la suite avec soit le travailleur social ou le psychiatre pour exprimer ce qu'ils veulent. Puis, à plusieurs reprises, j'ai vu des gens très satisfaits par la suite en sortant de leur rencontre. Absolument. Puis les intervenants doivent être assez surpris pour ceux qui c'est pas quand même si répandu que ça. C'est assez nouveau, mais c'est assez percutant là, comme d'avoir un portrait aussi. Ça doit pas passer inaperçu en fait là. Non, c'est ça. Puis qu'est-ce qui est intéressant pour moi, en étant intervenante accompagnateur et en travaillant avec des intervenants qui l'utilisent. C'est qu'on arrive à... La relation se bâtit plus, comme je disais, plus en relation avec le vécu de la personne. On pousse pas la personne, mais on l'accompagne. Ouais. Et ça fait toute la différence sur la personne, elle se mobilise davantage. Moi, si je me sens obligée de faire quelque chose, je le ferai pas. Mais c'est cet outil-là, qui est un outil parmi tant d'autres, mais qui aide à faire du bon partenariat de soins, facilite justement cet aspect-là. Oui, absolument. Est-ce que tu sais si le projet, là, c'est un projet, mais est-ce qu'il va s'implanter de façon plus et développer du côté de Sherbrooke, là, en partenariat avec l'hôpital là-bas, j'imagine? On espère. Puis là, qu'est-ce qui est en train d'être fait? C'est une formation pour des ambassadeurs qui est fait par des utilisateurs de services, des intervenants, par aidant, moi, et tester, réaméliorer avec la partie. Oui, c'est ça, c'est de l'amélioration continue pour inciter le plus de gens possible à l'utiliser éventuellement. Dans le fond, ça revient. Moi, des années de folie douce, on en a plusieurs en arrière, puis il y a beaucoup de gens à l'époque, il y a certaines personnes qui disaient
sais, on parlait souvent, le centre, la personne doit être au centre, Oui. puis on dirait que ça s'est jamais fait. Les gens n'ont jamais réussi à mettre ça en place. Je trouve que c'est un bon point de départ de dire, faisons comment vous l'appelez, c'est un portrait ou en tout cas une image. C'est le portrait de la personne qui portrait de aide la- la collaboration entre professionnels. Ouais. Pour le simplifier. Est-ce qu'il y a comme des ça. choses qui t'ont surprise, tu sais, en termes d'efficacité? Tu sais, tu dis, Oui. je réponds à des questions, j'aurais jamais pensé que ça allait être aussi clair que Oui. des... Rapidement, là, plusieurs personnes qui ont rempli le questionnaire, une fois qu'ils voient le résultat, Ouais. sont surpris parce qu'ils ont l'impression que leur vie allait moins bien que ça. Et finalement, ça va pas si pire. Et ça a eu l'impact à sortir des gens des idées noires, de suicide. Jusqu'à maintenant, je n'ai plusieurs en Ouais. accompagnement qui se sont impliqués dans un projet de vie après avoir fait le premier questionnaire. Fait que c'est un outil qui aide à prendre conscience de quitter, mais aussi de te mobiliser. Oui. Et comment les gens peuvent participer à ce projet-là, projet Baromètre? Est-ce que tu sais si par le site web, parce que c'est encore assez, c'est pas répandu, là? C'est présentement encore en expérimentation continue. Oui. Parce que toi, Sur tu- le tu- site web, il va avoir au fur et à mesure les indications pour dire comment. Oui. Présentement, la vidéo peut être accessible pour voir c'est quoi. Puis Ouais. s'il y a des informations supplémentaires à avoir, on va communiquer sur le site web ou en tout cas au numéro de coordonnées les coordonnées effectivement. sont là. Là. Ouais. Ouais, Puis- mais c'est en expérimentation. Oui, c'est l'expérimentation, mais Ouais. ça a beaucoup de... En tout cas, je pense qu'on peut avoir beaucoup d'espoir de ce projet-là. J'espère que ça va pouvoir se poursuivre. Est-ce que tu sais, ça fait plusieurs années que c'est commencé ou c'est quand même On très l'a récent? commencé à l'expérimenter. Moi, au CHUM, c'est cet été. OK, donc c'est très Ouais. récent. Là. Très récent, mais avec beaucoup de beaux résultats depuis 6 mois. Là. Ouais. Donc, moi, ça m'encourage à vouloir continuer à en parler puis à l'expérimenter Ouais. davantage puis l'améliorer. Les ce gens beau qui veulent projet-là. absolument l'expérimenter peuvent peut-être, Oui. s'ils peuvent se faufiler au CHUM ou tuer comme père aidante. Oui, puis je ça- pourrais donner de l'information. Ça pourrait être certainement. intéressant. Ben, c'est fort Ouais. intéressant. On va mentionner l'adresse web pour les gens qui veulent en savoir plus. Allez voir la vidéo, justement. Allez voir. C'est toujours mis à jour aussi quand il y a Oui. peu importe, pour suivre un peu l'évolution du projet. Donc, c'est www.projetbaromètre au singulier, donc les deux, projetbaromètre.com. Donc, Ouais. merci beaucoup, Annie Bossé, d'avoir été avec nous. Merci. Merci. Et puis, bonne continuité. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Comme le temps s'est couvert, tu n'y reverras plus. À moitié solitaire, j'ai bien cru être nu. Comme un meurtre, j'ai j'ai couru à l'envers sur ces plateaux de verre, tu n'y reverras plus. Évidemment, on se connaît à peine. Évidemment, on se mettra en scène. Me laisseras-tu là me perdre la vue? Te laisseras-tu de mes ailes venues? Évidemment, même si je perds mon temps. Évidemment que tu n'y penses plus. Évidemment, on se retrouvera comme si on ne s'était jamais perdu. Comme si on ne s'était jamais perdu. Sur mes rêves, la misère, j'ai 10 000 points de vue. À l'instant, à l'emprunt, comme le temps s'est perdu. Comme un meurtre, j'ai couru à l'envers. Sur ces plateaux de verre, tu n'y reverras plus. Évidemment, on se connaît à peine. Évidemment, on se mettra en scène. Me laisseras-tu là me perdre la vue? Te laisseras-tu de mes ailes venues? Évidemment, même si je perds mon temps. Évidemment, toi tu n'y penses plus. Évidemment, on se retrouvera. On dormira par terre. On dormira le jour. Et on passera l'hiver.
Que vous soyez au boulot ou dans l'auto, en moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie douce. C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors aujourd'hui, en fait, tu nous proposes comment devenir excentrique, Pierre. Oui, je me suis penché sur la question de l'excentricité, à savoir est-ce que c'est un type de personnalité ou un trouble de la personnalité. Mais je dois dire que moi, dès le départ, les excentriques, c'est souvent la tenue vestimentaire où il y a toutes les sortes de teintures pour cheveux. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Là, ouais. Il y a aussi des intérêts très particuliers. Oui, je vais y arriver tantôt à ça, mais moi, au premier abord, on dirait que je suis contre les excentriques parce que je les perçois comme des gens qui veulent attirer l'attention pour rien, en n'ayant rien fait peut-être pour accomplir cette attention-là. Mais ça m'a fait réfléchir cet article-là parce que finalement, on dit dans cet article que j'ai trouvé sur le site, c'est un site français, le site sur fr.wikihow.com, H-O-W. On nous dit finalement que l'excentricité, ça peut être une bonne chose parce que ça peut être beaucoup plus que seulement que la tenue vestimentaire ou ce qu'on voit visuellement, mais ça peut être une question d'opinion aussi, sur tout et rien. Puis finalement, ça peut être une bonne chose, oui, une chose valable de finalement s'exprimer de ce qu'on pense aussi. C'est autant inné qu'acquis. Ça veut dire que la personne, souvent, ils l'ont en eux. C'est pas juste acquis. Mais ça vaut la peine de travailler là-dessus. Mais vous allez voir, d'après ce qu'on dit dans cet article. Alors, on est dit, être excentrique n'est pas seulement une question de tenue vestimentaire, c'est une façon d'être, de surprendre les gens par votre imprévisibilité et de les enchanter par votre désir constant de découvrir le monde et ses habitants. Développer une personnalité et des centres d'intérêt excentriques devraient vous venir naturellement. L'excentricité n'est pas une qualité que vous pouvez forcer, mais si vous avez déjà tendance à voir la vie différemment des gens qui vous entourent et que vous appréciez cela, vous avez déjà reconnu votre excentricité et n'avez peut-être besoin que d'un peu d'assurance pour mettre en valeur cet aspect de votre personnalité. Un exemple, ça serait un petit gars, une petite fille qui choisit dans le groupe de l'école le tuba, qui n'est pas un instrument très, très fréquent. Là. C'est une forme, oui. Alors, pour devenir une personne plus excentrique, vous devrez vous concentrer sur vos qualités uniques et trouver des façons de les faire briller, même si vous devez pour cela surmonter votre timidité. C'est comme dans bien des choses, la fameuse timidité, il faut toujours la remonter. Alors, on nous donne 8 points. Comment développer cette excentricité? Parce que c'est bon, là. C'est supposément sain. Oui. On nous dit, premièrement, déterminer votre définition de l'excentricité. Être excentrique, c'est au moins être un individu décalé et inattendu qui reconnaît en lui-même ses traits de personnalité. L'excentricité, c'est avant tout célébrer votre perspective unique du monde et ne pas vous inquiéter des modes, des médias de masse ou des tendances lorsque ces approches ne correspondent pas à la personne que vous êtes. Être déterminé à montrer au monde qui vous êtes et ce que vous défendez sans vous soucier de vos détracteurs. Et vous ferez toujours face à des détracteurs. Ça, c'est vrai. Et donc, c'est essentiel pour être excentrique, tout comme savoir briser les règles. Oui, c'est un peu une différence, que j'appelle ça normative, dans le sens que c'est pas spectaculaire, c'est pas comme quelqu'un qui est un transgenre, il change pas de sexe, c'est comme quelque chose qui est un petit peu c'est ça, différent. l'excentricité, ça peut être subtil. Quelqu'un qui a un petit quelque chose, tu regardes cette personne-là, elle a quelque chose d'un peu différent. Dans ses habitudes de vie, dans ses opinions. Deuxièmement, ne changez pas pour essayer de plaire aux autres. Une personne excentrique attirera toujours l'attention parfois indésirée et parfois même malveillante. Un excentrique, ça doit pas forcer. Exactement. Réalisez alors le plus tôt possible que certaines personnes considèrent les gens différents comme une menace. Sachez que ceux qui se plaignent ou se moquent le plus ont une très basse estime d'eux-mêmes et sont ceux qui ont le plus tendance à se conformer à la foule et à ce qu'ils pensent devoir faire, entre guillemets, au lieu de vivre leur vie comme ils l'entendent. C'est ainsi que vous voudriez vivre, pas si vous voulez être excentrique et célébrer tout ce qui est unique en vous. Alors, ne vous laissez pas impressionner et ne changez surtout pas pour ces gens. Une personne intrinsèquement excentrique qui essaie de se conformer aux normes ne vit
qu'à moitié. Oui, mais c'est vraiment comme quelqu'un qui pratique un sport inhabituel. Oui. Le biathlon, tu sais, c'est pas oui. fréquent. Là, oui. Troisièmement, célébrez les traits de personnalité qui vous démarquent de la norme. Qui décide de ce qui est normal? Il y aura toujours des gens qui essaieront de créer une norme en se regroupant et en agissant de la même façon. Ils définissent leurs propres normes et traitent quiconque ne s'y conforme pas comme un outsider et donc comme suspect. Cela est triste et vous le savez, ces gens passent à côté de tellement de choses. Ils vivent en noir et blanc et passent à côté de la version couleur de la vie, à cause de leur vision et de leur raisonnement, aimez les traits de votre personnalité qui se rebellent contre la norme. Quatrièmement, soyez vous-même. Pourquoi vous considérez-vous comme excentrique? Vous ne pourrez jamais en apprendre trop long sur vous-même. Prenez alors le temps de noter les points sur lesquels vous vous sentez différent des autres et en quoi ces points sont des aspects importants de votre personnalité. Par exemple, vous pourriez vous arrêter régulièrement pour inspecter les détails architecturaux des bâtiments alors que vos amis s'engouffrent par la porte sans rien remarquer. Ou vous pourriez avoir tendance, lorsque vous vous habillez, à associer des couleurs que les autres ne trouvent pas harmonieuses. Peut-être préférez-vous analyser les problèmes de comptabilité au travail en dessinant des images et en les reliant par des flèches. Quelles que soient les façons dont vous voyez le monde différemment, notez-les et ne les jugez pas. Acceptez-les simplement et ajoutez-les sur votre liste d'auto-découverte. Alors, cinquièmement, je vais commencer le 5e point. Apprenez à défendre votre vision du monde. Être excentrique signifie probablement que vous exprimez des opinions et des points de vue qui diffèrent grandement de ceux des autres. Vous vous habillez sensiblement différemment et ne suivez pas les tendances. Et vous faites beaucoup de choses à votre façon. Je continuerai un peu plus tard, tantôt. Effectivement, pour nous continuer nos 8 façons un peu d'être excentrique. Donc, comment devenir excentrique à Folie Douce? Demeurez des nôtres. À venir dans l'émission Folie Douce, nous recevons Robert Whitley qui vient nous expliquer le groupe Spring du Centre de recherche de l'Institut Douglas. À l'Espresso allongé, nous poursuivons sur notre sujet « Comment devenir excentrique ». Vous entendrez aussi en chanson « Tout le monde debout » de Mako et « Le deuxième rôle de ta vie » de François Léveillé. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie Douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie Douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis près de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. Si vous voulez participer à Folie Douce, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale au 514-990-9604,
Le 514-990-9604. J'ai le plaisir d'accueillir mon invité, qui est M. Robert Whitley. Bonjour, M. Whitley. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. On s'est déjà parlé il y a quelques temps, quelques années, je pourrais dire. Vous êtes chercheur principal du groupe Spring au Centre de recherche de l'Institut Douglas, donc du CIUS de l'Ouest de Montréal. On va parler justement de qu'est-ce que c'est Spring. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire, cet acronyme? Oui, c'est, en anglais, c'est le... tu veux en anglais ou en français? Oui, en anglais ou en français, on pourrait le franciser. Excusez-moi. En anglais, c'est le Social Psychiatry Research Interest Group, mais en français, c'est le groupe d'intérêt et de recherche pour la psychiatrie sociale. OK. Et comment on peut définir ce groupe-là? Parce que vous êtes chercheur quand même depuis longtemps à Douglas. Oui, donc, comment on peut définir qu'est-ce que fait ce groupe? Oui. J'ai une équipe des jeunes, des étudiants, des chercheurs. Nous faisons la recherche sur le sujet de la psychiatrie sociale. En fait, il y a deux facteurs principaux qui m'intéressent. Sont la stigmatisation et le rétablissement. OK. Je fais beaucoup de recherche sur le sujet de Et quand on parle de psychiatrie sociale, est-ce que ça veut dire quoi? C'est la psychiatrie... on parle des deux thèmes, en fait, le rétablissement. Donc, c'est en société. Pourquoi on appelle ça psychiatrie sociale? Oui. En fait, la psychiatrie... d'habitude, quand on parle de psychiatrie, on pense de la modèle biopsychosocial. C'est trois facteurs de psychiatrie, le biologique. Bien sûr, on comprend que la génétique, que les choses comme ça sont importantes pour la personne, la maladie mentale. Le psychologique, puis on comprend le psychologique est aussi un autre domaine de psychiatrie. Mais le social, ça c'est les choses comme l'emploi, le logement, le taux de l'espérance pour les gens avec une maladie mentale, le lien social avec les amis, la famille, la liaison romantique, les choses comme ça. Oui. Puis quand on parle de la psychiatrie sociale, on pense de beaucoup de facteurs. Parce qu'on s'est sûrement rendu compte avec les années que c'était extrêmement important dans la bonne santé mentale d'une personne, d'avoir un réseau social, d'avoir un entourage. Oui, c'est ça. Hein? Maintenant, on comprend. En fait, mon research dit que les gens avec une maladie mentale, comme la schizophrénie, la dépression, d'habitude, ils perdent son entourage, son réseau social. Les familles, les amis, ils ne comprennent pas la maladie et la peur. Malheureusement, c'est comme ça, à cause de la stigmatisation de les gens avec une maladie mentale. Et puis, quelqu'un avec schizophrénie, d'habitude, pas d'amis, pas de charme ou blonde, pas d'un réseau social. C'est vraiment dur pour une personne comme ça. Oui, et puis, on fait la recherche pour améliorer la vie sociale, pour... d'habitude, ils n'ont pas un emploi aussi. Oui. Est-ce qu'à votre connaissance, M. Whitley, est-ce qu'il y a des recherches comme ça qui existent ailleurs? Est-ce qu'il y a d'autres recherches qui ont été menées, je ne sais pas, en Angleterre, aux États-Unis ou ailleurs? Oui, en fait, dans tous les pays occidentaux, c'est une bonne recherche sur la psychiatrie sociale. Au Canada, en Australie, la France, Angleterre, c'est le même en fait. Les gens avec une maladie mentale sont... Le taux de chômage est vraiment haut, 80%, 90%. Chez des gens qui ont des problèmes de santé mentale, le taux était très haut. Mental grave, comme schizophrénie, dépression. OK. Donc, presque la totalité des gens qui sont sans emploi, finalement. Oui, c'est plus ou moins. Presque, aussi, les jeunes sans logement, 40% sont les gens avec une maladie mentale, comme schizophrénie. OK. Et qu'est-ce que vous cherchez je ne sais pas si c'est la façon de procéder, mais quand on fait une recherche, est-ce que c'est qu'on veut arriver à des conclusions? Est-ce qu'on a des indices sur ce qu'on pense puis on veut vérifier si c'est le cas? Ou quels sont les buts atteints par une recherche comme celle-là? Oui. En fait, moi, personnellement, dans notre équipe, j'ai deux buts. Le premier but est mieux comprendre c'est quoi le problème. Les gens avec une maladie mentale on retrouve un taux de chômage élevé, une espérance de vie réduite, les logements précaires, l'exclusion sociale. Mm-hmm. Ça, c'est le problème. Mais moi aussi, mon équipe, on a essayé de trouver la solution pour le problème. Puis,
il y a un programme qui s'appelle Supported Employment, l'emploi soutien, qui est un très bon programme. J'ai fait des évaluations de ce programme. C'est pour aider les gens avec une maladie mentale à trouver un emploi dans la communauté, un emploi qu'ils aiment. Et puis, c'est 70% de les gens qui font ce programme-là sont trouvé l'emploi après 6 mois, 3 mois. Ouais. Et comment vous procédez? Quelle est la méthodologie pour la recherche? Vous avez un groupe de personnes, vous les suivez? Oui. Est-ce que c'est pas nécessairement juste un questionnaire? Comment ça se passe? Un mélange de tout ce que tu as dit là. Oui. Par exemple, j'ai une étude maintenant, on a 60 personnes, on regarde dans la vie quotidienne, on fait les interviews, aussi les questionnaires. Quelquefois, on le regarde dans la communauté, on va sur la maison avec eux, on va sur le bus, sur le quartier où il habite pour comprendre la vie, comprendre les défis à rétablissement. Est-ce que les gens qui participent, donc c'est soit une soixantaine, ces 60 personnes-là, est-ce qu'ils sont conscients de la... Est-ce qu'ils ont le but, eux aussi, est-ce qu'ils sont conscients que la recherche peut éventuellement faire découvrir peut-être des nouvelles façons de faire? Ou... Oui, c'est ça. En fait, tous les gens qui participaient dans notre étude sont d'habitude heureux. Ils aiment notre attention. Oui. Ils apprennent les choses quand ils sont avec nous. C'est une bidirection de la connaissance, en fait. Oui. Est-ce que ça demande quand même beaucoup d'efforts? Parce que si vous les suivez de façon quand même assez régulière, puis dans beaucoup d'activités sociales, on parle justement d'une étude sur la psychiatrie sociale, donc vous devez être présent et justement d'avoir toujours prendre le pouls de ces gens-là. Hein? Oui. En fait, on a à apprendre que c'est vraiment difficile pour avoir une maladie mentale grave dans la société ici, au Canada, en Angleterre, la France, n'importe où. Oui. Et puis, on essayait pendant notre étude pour comprendre les problèmes et pour collecter les données pour... Et proposer peut-être des solutions. Pour favoriser le rétablissement. Est-ce qu'en général, les gens, on entend souvent parler de... Je sais qu'il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent dans les centres hospitaliers, en psychiatrie, dans d'autres domaines, mais les gens, souvent, se disent, est-ce que ces recommandations-là sont appliquées en général? Est-ce que quand vous faites une recherche, la recherche est encouragée et financée? Oui, bien donc, sûr. est-ce que ça donne effectivement des mesures à mettre en place après? Oui, bien sûr. Moi, je suis heureux aussi. Je trouve à l'hôpital Douglas, où je travaille, c'est beaucoup de soutien pour mon recherche. Il y a des psychiatristes, les chefs de clinique qui, chaque semaine, chaque mois, je parle avec eux pour donner le résultat de mes études et pour mieux comprendre c'est quoi le problème pour eux. Et aussi, ils m'écoutent et disent c'est quoi as-tu trouvé récemment. Donc, il y a un intérêt beaucoup marqué de la part des dirigeants aussi, c'est ça? Oui. Est-ce que cette étude-là se poursuit sur plusieurs mois, plusieurs années? Est-ce que vous avez oui, d'habitude, maintenant, j'ai 2 bourses, 3 bourses. D'habitude, c'est 3 ans, 4 ans. OK. Ça donne quand même le temps de prendre le temps, justement. Exactement. Et pour une grande connaissance de les gens qui participent dans notre étude. Oui. Avez-vous déjà des idées sur quoi quelle sorte de recommandations, quelle sorte de conclusions vous allez pouvoir trouver? Est-ce que vous avez déjà vous voulez comme les confirmer, mais est-ce que ça vous... Oui. En fait, sur le sujet de le rétablissement, on comprend maintenant que l'autonomie, c'est vraiment important pour faire les choses de vie qui nous toutes aiment. Un emploi, un réseau social, une chambre, une blonde, un logement privé qui tu aimes. Maintenant, beaucoup de programmes au service social essayent de donner les choses comme ça pour les gens. Et sur le sujet de la stigmatisation, maintenant, mon recherche dit que le média a une influence sur la stigmatisation. Je travaille maintenant avec des médias, avec des journaux, avec un réseau d'écoles de journalisme pour donner un avis, des conseils
pour mieux... Comment traiter les oui, informations. exactement. C'est ça qu'on avait parlé, vous me rappeliez ça avant d'entrer en ondes, effectivement, oui. sur les médias, quand vous étiez venu à notre émission, puis c'est vrai que ça a un impact important, Oui, là, comment ça. on traite une nouvelle qui a Oui. rapport avec la santé mentale. Oui, mais on a trouvé récemment, j'ai une petite bonne nouvelle. On a fait une petite analyse sur le suicide de Robin Williams. Oui. Il a suicidé... assez récemment, oui, 18 mois, je pense. C'est quelqu'un de très connu et Oui, c'est aimé, ça. apprécié comme comédien. Oui, on a fait une analyse de le journal canadien, comment ils ont traité le suicide. On a trouvé que le suicide était traité vraiment bien. Oui. Pas de stigmatisation, beaucoup d'informations sensibles, l'information sensible. Oui. Mieux Oui. qu'avant. Oui, mieux qu'avant. Oui, bien sûr. Je pense que les médias sont plus sensibilisés justement à cause justement des actions peut-être comme la vôtre. Là, je pense qu'il marche. Oui. Puis si on en revient justement à votre étude de psychiatrie sociale, en fait, dans le fond, les gens ont besoin pour devenir autonome, ont besoin d'à peu près les besoins de base que tout le monde qu'on comprend pour acquis souvent quand on a un logement, on a un emploi, on a des amis, on a une famille, donc on prend ça pour acquis, mais c'est pas toujours évident pour la personne qui a des problèmes de santé mentale. Oui, particulièrement quand le problème commence. Oui. C'est pas que des problèmes pour la plupart, la schizophrénie commence à 21 ans, 22 ans, 20 ans. Ils perdent tous les résultats sociaux, toutes les choses, l'emploi. Et c'est à cet âge-là souvent qu'ils pourraient avoir justement c'est ça. partir de la maison, de leur famille, puis avoir leur autonomie, puis ils l'ont pas à cause de leur impuissance à l'avoir. Là. Parce qu'en temps passé, la vie de la plupart de la société était que tu as schizophrénie, tu dois rester chez toi, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas avoir une chambre ou une blonde parce que tu es fou. C'est ça. C'est vraiment stigmatisant. Oui. Maintenant, on a changé le 180 degrés de façon de la vie. Et si les gens c'est ça, c'est juste de mettre les bonnes choses en place puis d'encadrer ou d'aider. Là, ils ont besoin d'aide, mais je pense que c'est des gens qui veulent être heureux. Puis oui, exactement. Oui. Elle a le droit. Oui, exactement, ils ont le droit, effectivement. Maintenant. Oui, c'est fort intéressant. Si les gens veulent en savoir plus sur les recherches sur lesquelles est-ce qu'ils sont disponibles, les recherches que vous faites sûr. sur le site? Sur le site, il peut m'envoyer un courriel. Je pourrais envoyer mes articles. Okay. Donc, ils peuvent chercher. Ils peuvent chercher Robert Whitley. Oui, à la Douglas. À l'hôpital Douglas. Oui. D'accord. Merci beaucoup d'avoir été des noms. C'est vraiment intéressant. Bonne continuité. Peut-être qu'on se reparlera pour une autre recherche. J'espère que oui. Je suis heureux d'apprendre que la première recherche dont on parlait l'autre fois a quand même eu des bons résultats. En fait, il y a du développement. C'est toujours intéressant. Merci beaucoup. Merci. Merci. Okay. Bonne journée. Bonne continuité. Merci. Au revoir. Au revoir. Les gars, les filles, tout le monde debout. Ah ouais, bande sur le beat, tout le monde debout. Les petites, les rondes, tout le monde debout. Ah ouais, moi je te dis checker pis tout. Les gars, les filles, tout le monde debout. Ah ouais, bande sur le beat, tout le monde debout. Les petites, les rondes, tout le monde debout. Ah ouais, moi je te dis checker pis tout. Moi j'ai mes clics.
Mais je suis ta famille, je vais la faire, ma liberté. Allez tout le monde, on va danser. Les gars, les filles, tout le monde debout. T'as ouais, bande sur le beat, tout le monde debout. Les petites, les rondes, tout le monde debout. T'as ouais, moi j'te dis shaker, pis tout. Les gars, les filles, tout le monde debout. T'as ouais, bande sur le beat, tout le monde debout. Les petites, les rondes, tout le monde debout. T'as ouais, moi j'te dis shaker, pis tout. Tout le monde debout. Tout le monde debout. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Nous poursuivons au micro avec l'espresso allongé et le sujet entamé plus tôt, comment devenir excentrique. Pierre, tu nous as amené ce sujet-là qui sort un peu de tes habitudes, en fait, en termes de sujets de santé mentale. C'est excentrique en soi. Oui, c'est excentrique en soi. Tu as donné l'exemple. Ton excentricité, c'est faire des blocs. Excentriques. Qui sortent de l'ordinaire. Oui, non, mais c'est vraiment un article que je trouve intéressant. Je n'avais jamais vu l'excentricité de cette façon-là. Ouais. Alors, on nous donne 8 points pour nous aider à faire sortir notre excentricité. Oui, tu avais commencé J'étais au point numéro 5. Apprenez à défendre votre vision du monde. Alors, je continue. On nous dit, on peut avoir tendance à se mettre sur la défensive et à se renfermer pour empêcher les autres de nous critiquer. Pour éviter cela, pensez à l'avance à des façons de gérer les critiques et de vous défendre avec des remarques légères qui remettront les gens à leur place. Les réponses agressives pourraient être la source de plus de critiques encore, car les gens penseront avoir trouvé votre point faible. On nous dit, ne leur faites pas le plaisir de vous énerver. Ignorez-les, renvoyez-les ou riez simplement des remarques attaquant votre excentricité. Le plus important est de garder le sens de l'humour et de ne pas prendre trop au sérieux l'incompréhension des autres. Vous éviterez ainsi d'être blessé et ne leur donnerez pas la satisfaction de vous avoir blessé. Ça, c'est un contrat difficile à... C'est peut-être pas facile, mais... Se contenir, là, c'est pas toujours facile. Non, c'est pas toujours facile, mais je trouve que c'est une bonne idée. Ben, tu peux être excentrique en donnant une volée à quelqu'un avec un objet bizarre. Là. Ça peut être ça, ton excentricité. Oui, mais tu vas payer pour. Non, je sais, là. Alors, on nous dit en terminant, si vous ne savez jamais que dire lorsque quelqu'un vous critique, préparez plusieurs réponses potentielles. Avec le temps, vous saurez répondre naturellement et poliment aux gens qui vous attaquent. Ouais. 6e point, vivez grand. Lâchez la bride à votre excentricité et développez les aspects uniques de votre vie qui sont les plus importants pour vous. L'excentricité ne peut pas être décrite précisément dans un article. Il suffit de votre propre personnalité. Il pourrait s'agir pour vous de traits de caractère qu'une autre personne ne considérera pas comme excentriques. Soyez prêts à révéler au monde entier les aspects de votre personnalité qui ne correspondent pas aux tendances actuelles et aux attentes des autres, que ce soit en matière de style vestimentaire, de goûts musicaux, d'opinions politiques, d'opinions en général, de mode de vie, de passion et autres centres d'intérêt et même de relations amoureuses. On nous dit, dites ce que vous pensez tant que vous savez argumenter vos dires et restez respectueux. Dire ce que vous pensez est essentiel pour être excentrique. Vous pourriez choquer certaines personnes, mais une personne excentrique ne mâche pas ses mots. Elle dit les choses comme elle le pense. Mais avec certains doigtés. C'est ça, exactement. Point numéro 7, passez du temps seul et n'ayez pas peur d'être célibataire lorsque tout le monde est en couple. Trouver un partenaire n'est pas une course et ce n'est pas une nécessité. Les gens excentriques ont souvent besoin de temps pour développer des relations de confiance avec les autres, car ils ont besoin de connaître les gens et de savoir qu'ils les soutiendront dans les moments difficiles. Les gens excentriques n'apprécient pas les amis superficiels et ne tolèrent pas les gens fourbes par nature. Des fois, être excentrique, ça va être un peu superficiel aussi, parce qu'il y a un peu de contradiction dans les deux. Il y a un peu de superficialité dans certaines excentricités. Je pense qu'on parle souvent dans l'article d'excentricité qui peut être intérieure, comme je disais tantôt, à cause de nos opinions, de nos valeurs, de notre façon de vivre. On nous dit, entourez-vous de gens droits,
honnête et attentionné et recherchez le même type de partenaire amoureux. Si ce n'est pas déjà votre cas, apprenez à apprécier la solitude. La société a tendance à regarder la solitude d'un mauvais œil et à insinuer que ceux qui l'apprécient sont étranges. Et ces gens-là reçoivent une pression de la société souvent. Comment ça fait que tu es seul, ça? Donc, être en couple au Québec, c'est des fois très important. Pas parce que personne ne veut pas l'être. Mais on sait qu'il y en a beaucoup de gens célibataires, mais il y a une pression sociale. Pas tout le monde trouve sa guenille quand tu es un torchon. Quand tu es un torchon, non. Pas toujours. Alors, je continue. On nous dit, la vérité est que nous avons tous besoin d'un peu de solitude de temps en temps et que certains d'entre nous ont besoin de plus de solitude que d'autres. La solitude permet de réfléchir, de contempler et de songer au sens de votre vie, ainsi que de résoudre les problèmes de la vie quotidienne. Aidez les autres à comprendre la valeur de la solitude et ne vous préoccupez pas des mauvaises rumeurs la concernant. Finalement, point numéro 8, aimez d'autres personnes et éléments excentriques. Soutenez l'excentricité des autres et aidez-les à voir la valeur de leur nature. Recherchez également l'excentricité de la vie, comme une maisonnette excentrique dans laquelle vivre, des plantes de jardin excentriques, une voiture excentrique et un animal de compagnie excentrique. Comme une salamandre, peut-être. Ça veut dire que tu t'achètes une mini Austin rose avec des fleurs sur la carrosserie. Ou un chien excentrique, par exemple, qui n'est pas dans les normes de... Oui, on nous dit, vivez votre excentricité et exposez-la aux yeux du monde. Et en conclusion, on nous dit, avertissement. Rien ne vous oblige à être une personne que vous n'êtes pas. Ne vous obligez pas à adopter quoi que ce soit qui ne reflète pas vos propres valeurs, croyances et préférences. Évitez de mettre la pression aux autres pour faire passer vos idées. Et voilà. Alors, intéressant. Il y a peut-être plus de gens excentriques qu'on pense, mais ils sont peut-être excentriques de l'intérieur. Oui. Bien, merci beaucoup, Pierre. Donc, comment devenir excentrique? On continue en chanson à Folie douce. Toi, t'as toujours eu besoin d'une idole tout jeune. Je me souviens dans la cour d'école, t'avais les bottes, le côte en cuir et la démarche d'un dur à cuire. Avec tes faux airs de rocker, tu nous bavais, tu nous faisais peur. Mais quand arrivait le directeur, tu passais un mauvais quart d'heure. Souvent rêvé d'être quelqu'un, mais t'as jamais su qui. T'as toujours joué le deuxième rôle de ta vie. Plus tard je t'ai revu, tu faisais la parade. Tu lançais tes idées comme des grenades. T'avais le cœur qui battait au pas, des soldats de Che Guevara. Avec ta tuque de patriote et ton courage de Don Quichotte, un jour t'es parti sur la bonne. T'as perdu ton référendum. Souvent rêvé d'être quelqu'un, mais t'as jamais su qui. T'as toujours joué le deuxième rôle de ta vie. Quelque temps après, t'as laissé ta milice. T'as décroché, t'as viré love and peace. Tu t'es mis à boire de la tisane, à fumer des plures de banane. Là t'as capoté sur Gandhi, y'avait plus que la paix dans ta vie. T'as dérivé une coupe de mois, on t'a ramassé d'un Krishna. T'as souvent rêvé d'être quelqu'un, mais t'as jamais su qui. T'as toujours joué le deuxième rôle de ta vie. T'as tout lâché pour trouver un travail. T'en as eu assez de jouer les cobayes. T'as fait un virage à bâbord, ta femme et ton enfant d'abord. Ton gars va maintenant à l'école, c'est toi qui es devenu son idole. Tu veux tellement être son mentor que tu l'as baptisé Junior. Souvent rêvé d'être quelqu'un, mais t'as jamais su qui. T'as
t'as toujours joué le deuxième rôle de ta vie. Souvent rêvé d'être quelqu'un, mais t'as jamais su qui. C'est ton fils qui va jouer le rôle de ta vie. Folie douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez le lien sur notre site web antenne.qc.ca. En terminant cette émission de Folie douce, on va y aller avec la nomenclature des chansons. En ma compagnie, Ghislain Malo. Oui. Ghislain, on a écouté en début d'émission Loco. Oui, The French Duty et Camille Radio. Oui. Je l'ai eu comme il faut. Ben oui, bravo, c'est ça. On a écouté, évidemment, de Baden. Dans la deuxième demi, on a pu entendre la chanson Tout le monde debout. Oui, de Mako, M-A-C-O, pas K-O. Oui, et à l'instant, le deuxième rôle de ta vie. De François Léveillé. Ben voilà, merci beaucoup pour le choix musical que toi et Pierre avez effectué. Merci. Merci Pierre à la mise en onde. Bienvenue. Merci également pour tes blocs Espresso et Espresso allongé où tu nous as donné un sujet intéressant, en fait, comment devenir excentrique. Tu as expliqué que ça passait par-dessus, finalement, l'aspect vestimentaire. L'aspect extérieur. Extérieur. Merci beaucoup pour ce sujet-là. Je remercie notre invité plus tôt à l'émission, donc Annie Bossé, qui nous a parlé du projet Baromètre. Et on a eu également Robert Whitley, qui nous a parlé du groupe Spring, du centre de recherche de l'Institut Douglas. Alors, c'était l'émission Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine et à la prochaine. Au revoir. Pop